Bonjour, on est le samedi 5 octobre 2024, toujours dans la préparation à l'UE6 du DCG, donc Finance d'entreprise. Je vous propose d'aborder de façon la plus complète possible le thème bilan fonctionnel. On va deviner ce que c'est et surtout je vais mettre en avant tous les points importants qu'il va falloir retenir et appliquer. Alors ce thème-là, je l'ai déjà abordé par le passé, mais cette fois-ci, je vais le faire en deux temps. Première étape, définir le cadre de ce qu'est un bilan fonctionnel avec tout ce que ça comporte comme calcul, comme retraitement, d'accord? Et expliquer comment on passe d'un bilan comptable à un bilan fonctionnel. Et ensuite, je vous propose un cas complet qui a été donc posé en 2024, donc la session passée, session donc Nouvelle-Calédonie, et on essaiera de traiter le cas ensemble. Alors bien sûr, il va manquer des petits éléments, mais dont je vais parler juste à l'instant. Alors, d'abord, très simplement, qu'est-ce qu'un bilan fonctionnel? Vous disposez à la base d'un bilan comptable. Vous avez d'un côté l'actif et de l'autre côté le passif. L'objectif, c'est de dire comment d'un bilan comptable, on va passer à un bilan fonctionnel. D'abord, c'est quoi un bilan fonctionnel? Un bilan fonctionnel, comme son nom l'indique, il a été établi selon la base de fonctions liées au bilan. Alors, il existe trois fonctions principales dans un bilan fonctionnel. Nous avons au passif le financement, nous avons à l'actif l'investissement, et pour le passif et actif, nous avons l'exploitation. Donc nous avons financement, investissement, exploitation. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, les grandes lignes d'un tableau d'un tableau fonctionnel. Lorsque vous avez à établir un tableau fonctionnel, vous aurez d'abord, donc je vous donne les grands éléments, vous aurez d'abord bien sûr toujours le côté actif et le côté passif. Donc côté actif et côté passif. Donc actif et passif. Ici, vous allez avoir ce qu'on appelle les emplois stables. Et là, vous aurez ce qu'on appelle les ressources stables. Hein, tout ça, on va le détailler tout à l'heure. Vous avez ensuite la partie actif circulant d'exploitation. Vous avez l'actif circulant hors exploitation. Et vous avez la trésorerie active. Et donc ici, tout ça va constituer tout simplement l'actif circulant. De l'autre côté, vous aurez les dettes circulantes ou le passif circulant qui sera composé de quoi? De dettes circulantes d'exploitation, dettes circulantes hors exploitation et trésorerie passive. Donc en fait, ici, vous avez le passif circulant et là, vous avez l'actif circulant. Alors, je vais essayer donc, on n'a pas de bilan sous les yeux. Je vais donc essayer de vous procurer un bilan, peu importe, un bilan normal. Et je vais effectivement vous montrer comment on va établir d'un côté, comment on va construire donc ce tableau. Alors, je commence par le haut déjà. Première étape. Dans un bilan comptable, vous avez bien sûr total actif net égal au total passif net. D'accord? Dans un bilan fonctionnel, on ne travaillera qu'avec les valeurs brutes. D'accord? On ne travaillera qu'avec les valeurs brutes. Forcément, lorsque vous allez prendre les valeurs brutes à l'actif, il va falloir bien sûr compenser pour pouvoir avoir l'équivalent au passif. L'objectif, c'est de dire ceci.
Première étape, quand vous prenez votre bilan comptable, vous avez votre première rubrique, quand vous prenez votre bilan comptable, vous avez votre première rubrique qui s'appelle ici, regardez bien, juste avant actifs immobilisés, vous avez ici capital souscrit, non appelé. Capital souscrit non appelé. Étape numéro 1. Ici, vous avez votre bilan fonctionnel. Donc là, vous avez ce qu'on appelle l'actif. Et vous avez ici les ressources stables qu'on va énumérer. Les ressources stables. Alors, je vais essayer d'écrire ça comme ça. Donc ici, nos ressources stables. OK. Alors, nous avons d'abord les capitaux propres. En ressources stables, nous avons les capitaux propres. Capitaux propres. Alors, je vous rappelle brièvement les capitaux propres. Vous avez votre bilan comptable, vous avez le total des capitaux propres qui comprennent le capital, les réserves de toute nature, n'est-ce pas? Vous avez le résultat, vous avez ce qu'on appelle les provisions réglementées, vous avez ce qu'on appelle les subventions d'investissement. Tout ça va constituer le total des capitaux propres. Donc ici, qu'est-ce que vous faites? Le capital souscrit non appelé est bien sûr ici quelque part dans le capital. On va l'éliminer de l'actif, on va le soustraire de l'actif, et bien sûr ici dans mes ressources stables, je fais capitaux propres moins capital souscrit non appelé. Moins capital souscrit non appelé. Je le retire des capitaux propres. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Lorsque vous avez votre bilan comptable, le bilan comptable à l'actif, vous avez 3 colonnes. Vous avez le brut, vous avez le total amortissement et dépréciation, et vous avez le net. À l'actif du bilan, on ne travaille qu'avec les valeurs brutes. À l'actif du bilan, vous lisez le total actif immobilisé. Total actif immobilisé. Cette valeur-là, vous la reportez en emploi stable. Donc dans votre bilan fonctionnel, vous avez la rubrique ici, donc j'efface. Vous avez ici la rubrique emploi stable. Ressources stables, donc là c'est le passif. Et là vous avez la rubrique emploi stable. Emploi stable. Et tout ça va être explicité tout à l'heure au travers de l'exemple qu'on va traiter ensemble. Donc emploi stable, le premier point vous mettez. Écoutez-moi bien. Dans l'actif immobilisé, vous avez les immobilisations incorporelles, corporelles et financières. Vous faites le total de ces immobilisations. Donc ici, le total brut, ici, vous le reportez ici. Vous écrivez donc actif immobilisé en valeur brute. Actif immobilisé en valeur brute. Et cet actif immobilisé en valeur brute va comprendre donc le total que vous lisez ici, c'est-à-dire les IMO incorporels, les IMO corporels et les IMO financières. Très bien. Donc ici, on verra tout à l'heure. Dans le cas qui sera proposé, je crois que oui, dans le cas qui sera proposé, je crois qu'il y a un crédit bail. Donc admettons que l'entreprise est souscrit un crédit bail. Donc je vais vous montrer tout à l'heure comment on retraite ça, mais très rapidement, dans les emplois stables, dans l'actif immobilisé, vous rajoutez quoi? Vous rajoutez le crédit bail. Donc plus crédit bail. Plus crédit bail. Et donc ici, vous avez la colonne des amortissements et dépréciations, le total. Le total qui est là, amortissement et dépréciation, vous allez le porter
ici, vous allez le rajouter aux ressources stables. Donc plus amortissement et dépréciation. Amortissement et dépréciation. Pour revenir maintenant au crédit bail. Admettons que l'entreprise ait souscrit un crédit bail. Et ce crédit bail-là est assimilé à une IMO. Alors, imaginons que ce crédit bail-là soit assimilé à une IMO qui vaut, je ne sais pas moi, 10 000 euros. Cette IMO-là, elle est amortie sur 5 ans en linéaire, ce qui me fait donc une dotation annuelle de 10 000 divisé par 4, ce qui fait donc 2 500. Admettons que ce crédit bail était souscrit en début d'exercice, c'est-à-dire le premier N de l'année. Donc, la dotation pour l'année sera de plus de 1005. Donc là, à amortissement et dépréciation, je vais rajouter, bien sûr, l'amortissement lié au crédit bail. Amortissement, crédit bail, pour quel montant? Pour 2500. Regardez bien, la valeur du crédit bail, c'est 10 000. La dotation sur l'année, l'amorti total des amortissements, c'est 2005. Par différence, j'obtiens 10 000 moins 2005, ce qui me donne 7500. Eh bien, 7500, cette valeur-là, je vais l'inclure dans mes dettes financières tout à l'heure. Ok? Donc, je répète, pour retraiter le crédit bail, vous mettez au total IMO brut la valeur du crédit bail. Ce crédit bail-là, vous avez une partie qui est amortie et le restant, par différence, c'est une dette. Ok? Voilà, on dira dette financière liée au crédit bail. Admettons que le bien était acquis au 1er janvier N-1. Au 1er janvier N-1. Et que on établit un bilan fonctionnel au 31 décembre N. Ce qui veut dire que j'ai 2 années d'amortissement. Donc j'ai ici 2005 fois 2, ça fait 5000. Donc ici, en amortissement, j'aurai 5000, dotation 5000, puisque je cumule les amortissements. Et bien sûr, l'IMO, c'est toujours 10 000. Et comme j'ai une valeur brute de 10 000 moins les 5000 d'amortissement, il me restera 5000 à rajouter aux dettes financières. Je continue. Donc là déjà, pour le crédit bail, c'est une chose de réglée. Maintenant, je continue. Qu'est-ce qu'on peut aussi avoir? Donc on a dit, donc je vais rester déjà, donc ici on a compris pour les IMO. Pour les IMO, nous avons donc le total des IMO bruts. Le total des IMO bruts. Alors, juste un point important. Une entreprise peut bien sûr prêter de l'argent. Autrement dit, en IMO financière, on peut avoir, pas en IMO financière, mais côté actif immobilisé, donc on peut avoir ce qu'on appelle un prêt. Ce prêt-là, vous savez que quand vous établissez votre bilan, si le prêt a été accordé en cours d'exercice, vous avez ce qu'on appelle des intérêts courus non échus. Intérêts courus non échus. En fait, le montant du prêt à indiquer dans les emplois stables, ça sera quoi? Ça sera le montant du prêt moins intérêts courus non échus. Donc vous retirez les intérêts courus non échus dans la partie emploi stable. Donc là j'écris emploi stable pour que l'on voit ce qu'il y a. Donc ici on a emploi stable. Voilà. Donc ici qu'est-ce qu'on a dit? Ici qu'est-ce qu'on a dit? Total des IMO. Donc total des IMO. Alors IMO en valeur brute. IMO en valeur brute, le total. En valeur brute, plus bien sûr IMO de crédit bail. Si nous avons un prêt, il va falloir au prêt donc financier retirer les intérêts courus
intérêt, donc c'est le prêt financier moins intérêt couru non échu. Alors bien sûr, il faut conserver l'équilibre. Si j'ai retiré intérêt couru non échu du côté de l'actif immobilisé, il va falloir que cette valeur-là, je la rajoute plus bas pour justement compenser. Donc en bas, rappelez-vous, ici vous aurez ce qu'on appelle l'actif circulant hors exploitation. Là vous allez avoir actif circulant d'exploitation. Là vous aurez actif circulant hors exploitation. Et bien là vous rajouterez les intérêts courus non échus liés au prêt accordé par l'entreprise. Ok, à un tiers. Donc ça c'est très important à noter. Maintenant, je continue. Je me place maintenant, donc ici, côté emploi, je pense qu'il n'y a rien à rajouter, sinon la chose suivante. Regardez bien. Regardez bien. Lorsque vous prenez votre bilan comptable, c'est pour ça que je vous demande d'en avoir un sous les yeux, pour voir les rubriques. Vous avez tout en bas de l'actif, ce qu'on appelle, tout en bas de l'actif, vous avez ce qu'on appelle des comptes de régularisation. Vous avez 3 soldes. Solde 3, solde 4 et solde 5. Solde 3, solde 4 et solde 5. Solde 3, 4 et 5. Solde 3, charge à répartir lorsque l'entreprise emprunte, elle émet un emprunt obligataire, les frais sont assez importants. Donc cette partie-là, je l'ai abordée, mais j'en parle assez rapidement. Donc ici, vous avez charge à répartir sur plusieurs exercices. Ici, vous avez ce qu'on appelle les primes de remboursement d'emprunt, primes de remboursement. Et là, vous avez ce qu'on appelle les écarts de conversion actifs, ACA, écart de conversion actif, côté actif. Et de l'autre côté, on en parlera tout à l'heure, écart de conversion passif. Très bien. Première chose à faire ici, ce qu'on peut faire si vous avez des charges à répartir, il y a 2 façons de faire. Soit vous les supprimez en bas de l'actif et vous les retirez au capitaux propres. Vous faites moins charges à répartir. Mais vous pouvez aussi faire la chose suivante. Vous dites, je les élimine tout en bas de l'actif, tout en bas, compte de régularisation, et je les remonte. Et je les remonte dans les emplois stables. Donc plus charges à répartir. Ok? Charges à répartir. Voilà. Donc voilà pour la partie emploi. La partie emploi, elle n'aura pas d'autres éléments à intégrer. Donc je répète, dans la partie emploi, vous pouvez avoir le total des IMO brut. Vous avez du crédit bail, vous rajoutez le montant brut du crédit bail, c'est-à-dire l'IMO associé au crédit bail. Et si l'entreprise a accordé un prêt et qu'il y a des intérêts courus non échus, vous retirez les intérêts courus non échus. Mais attention, cette rubrique-là, les intérêts courus non échus, c'est un compte qui est regroupé en fait. Comptablement, vous ne l'avez pas. Vous devez disposer d'une information en fin d'exercice qui vous dira il y a eu un prêt dont les intérêts courus non échus sont de temps. Hein? L'information vous est donnée. Si elle ne vous est pas donnée, vous ne faites rien. Ok? Donc voilà pour les emplois stables. Donc maintenant, je continue toujours ici pour les ressources stables. Donc je commence. Ressources stables, on prend les capitaux propres. On prend le total des amortissements et dépréciations. On rajoute les amortissements liés au crédit bail. D'accord. Comment dirais-je, on remonte, vous savez, quand vous avez votre bilan, vous avez donc les capitaux propres. Ensuite, vous avez provision pour risque et charge. Et bien, ces provisions pour risque et charge, vous les remontez. Donc là, vous faites plus provision pour risque et charge. Provision pour risque et charge. Hein, vous les remontez. Tout ça, on le verra dans le cas que je vais traiter tout à l'heure. Mais j'aimerais bien que vous ayez donc une vue globale. Ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre une feuille de papier, de noter tout ce que je dis, et ensuite de faire votre propre fiche pour tout identifier. Ok? Très bien. Donc là, j'ai plus provision pour risque et charge. Alors attention maintenant,
j'en arrive à ce compte-là, ici. Vous avez des primes de remboursement d'emprunt. Ce que vous faites, vous le retirez d'ici. On élimine les primes de remboursement d'emprunt à l'actif, mais pour équilibrer mon bilan, je fais bien sûr ici moins prime de remboursement. Moins prime de remboursement. Il se trouve que dans l'exemple que l'on va traiter, qui a été proposé en 2024, il n'y a eu ni charge à répartir, ni prime de remboursement. Mais tout le reste y est. Voilà, les deux seuls éléments qui n'apparaissent pas dans l'exemple qu'on va traiter, c'est les charges à répartir et les primes de remboursement, et bien entendu aussi le capital souscrit non appelé. Et on verra après qu'il existe aussi ce qu'on appelle un peu plus bas dans l'actif, comment dirais-je, circulant, il existe ce qu'on appelle le capital appelé non versé. Capital appelé non versé. Puisque quand vous avez dans les capitaux propres, vous avez le capital, vous avez, admettons, regardez bien, vous avez un capital de 20 000, vous pouvez avoir un capital souscrit non appelé de 5 000, mais vous pouvez avoir plus bas dans l'actif circulant un capital appelé non versé. Par exemple, de 5 000, on va dire de 7 000. Capital appelé non versé. Cette partie-là, on verra tout à l'heure, le capital appelé non versé fera partie de l'actif circulant hors exploitation. Ça veut dire qu'en fait, mais dans les 20 000 là de capital, le montant qui a été vraiment effectivement versé, c'est 5 plus 7, ça fait 12, 20 000 plus 12 000, en fait il n'y a que 8 000 qui ont été versés. Et ce capital-là de 7 000 a été appelé, ça veut dire qu'il peut être versé dans les 15 jours, dans le mois, etc. etc. Donc ça, il faut bien le comprendre. Cette valeur-là, capital souscrit non appelé, on l'élimine de l'actif et du passif. Pour le capital appelé non versé, il fera partie de l'actif circulant hors exploitation. Ok, je continue. Donc là, prime de remboursement, c'est terminé. Prime de remboursement, c'est terminé. Ok. Maintenant, après provision pour risque et charges, vous avez ce qu'on appelle, juste avant, vous avez ce qu'on appelle les dettes financières. Donc c'est très facile quand vous prenez votre bilan, vous verrez de façon très claire, dette financière. Alors voilà ce qui est apparu quand vous avez dette financière au bilan. Vous avez souvent l'écriture suivante, dette financière. Dette financière. Et il peut y avoir une petite étoile, un petit numéro qui vous renvoie tout en bas du bilan et qui vous dit dont concours bancaire courant. Et on vous donne la somme dont concours bancaire courant. Eh bien, vos dettes financières que vous allez mettre ici, donc ici dans vos ressources stables, donc dette financière, ça sera dette financière auquel vous retirez quoi? Le concours bancaire courant, qui est inscrit en bas du bilan. Ou alors vous avez une information qui vous dit qu'il y a un concours bancaire lié aux dettes financières. Donc vous faites dette financière moins concours bancaire. N'oubliez pas j'ai retiré des dettes financières le CBC. Et le CBC, si je le retire de dette financière, pour équilibrer mon bilan, il va falloir que je le rajoute plus bas. C'est pour ça que tout en bas du bilan fonctionnel, vous avez ce qu'on appelle la trésorerie passive qui va comporter en partie déjà le concours bancaire courant. Donc je le retire des dettes financières. Et ce n'est pas tout. Une entreprise qui a contracté un emprunt, et c'est exactement comme le prêt de tout à l'heure, si elle a contracté un emprunt en cours d'exercice, il y a ce qu'on appelle des intérêts courus non échus. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites dette financière, moins concours bancaire courant, moins intérêt
couru non échu, moins intérêt couru non échu. Très bien, donc vous retirez des dettes financières, concours bancaire et les intérêts courus non échus. Ben, ces intérêts courus non échus, vous les avez retirés ici. Bien sûr, il faut les rajouter plus bas. Et on va les rajouter où? Dans les dettes. Dans les dettes circulantes hors exploitation. Dans les dettes circulantes hors exploitation, on rajoutera donc les intérêts courus non échus. Maintenant, il peut y avoir aussi, alors écoutez-moi bien, là maintenant j'arrive à un autre point, l'entreprise, elle peut effectivement avoir émis un emprunt. Elle peut avoir émis un emprunt. Mais elle peut avoir emprunté en monnaie étrangère. Une entreprise, elle peut avoir prêté de l'argent, mais en monnaie étrangère. Mais vous savez que quand vous faites un bilan, il faut toujours établir, lorsque vous clôturez votre bilan, il faut établir la valeur de la dette ou de la créance exactement en tenant compte du cours à la clôture. Alors, si vous permettez, je ferai ça juste après, lorsque je vais aborder les créances et les dettes, et lorsque je vais aborder la notion d'écart de conversion actif et l'écart de conversion passif. Mais je le dis déjà très rapidement, admettons que l'entreprise ici, elle est contractée une dette, d'accord? Elle est contractée une dette, donc un emprunt, et qu'on vous dise, tout en bas du bilan, vous avez écart de conversion actif, écart de conversion passif. Donc vous avez une somme en écart de conversion actif, vous avez une somme, je dis n'importe quoi, écart de conversion actif, vous avez une somme de 5 000 euros. Vous avez un peu plus à droite, écart de conversion passif, vous avez une somme c'est un petit peu trop, je veux dire une somme de 800 euros, un écart de conversion passif de 500 euros. D'accord? Si on vous dit l'entreprise a contracté un emprunt, d'accord? Et l'écart de conversion passif, d'accord, concerne la dette pour simplement 200 euros. C'est-à-dire parmi cet écart de conversion passif, il n'y a que 200 euros qui sont attribués à la dette. Je rappelle rapidement ce que traduit un écart de conversion actif et ce que traduit un écart de conversion passif, mais je le montrerai de façon plus synthétique au travers des exemples qui, je trouve, sera plus parlant parce que je vois que même mes étudiants ont vraiment du mal à appréhender la chose. Donc je vous dis tout de suite, lorsque vous voyez un écart de conversion actif indique qu'il y a ce qu'on appelle une perte latente. Et un écart de conversion passif enregistre un gain latent. Je dis bien une perte latente. Quand on dit la perte de gain, une perte latente, ça veut dire qu'on peut recouvrer sa créance ou sa dette après. Nous avons ici une perte latente lorsque vous avez du ECA et nous avons un gain latent lorsque vous avez du ECP. D'accord? De façon schématique, lorsqu'on est du côté de l'actif, et que l'ECA concerne un compte d'actifs, lorsqu'on est du côté de l'actif, et que l'écart de conversion actif concerne un compte de l'actif, que ce soit le prêt ou que ce soit les créances clients, eh bien vous faites le compte du poste de l'actif plus ECA. Plus ECA. Je vous expliquerai après de façon plus schématique avec les créances et les dettes. En revanche, si l'écart de conversion passif concerne un compte toujours de l'actif, eh bien vous faites le compte de l'actif moins ECP. Donc c'est compte de l'actif plus ECA. Donc si je me place ici à l'actif, je fais plus ECA moins ECP.
que ça soit pour le prêt et que ça soit pour les créances. Pour les créances, je ferai créance à l'actif, donc au bilan, plus ECA, moins ECP. Maintenant, si je me place du côté du passif. Du côté du passif, je ferai si l'entreprise a emprunté, ou si l'entreprise a une dette. Donc je fais compte du passif, que ça soit l'emprunt, ou dette fournisseur, vous faites toujours moins ECA plus ECP. Et je ferai un tout petit aparté pour vous le montrer, pour vous montrer pourquoi on fait moins, pourquoi on fait plus, sans passer par les écritures comptables qui peuvent effectivement peut-être ennuyer certains. Donc je vais essayer de vous expliquer de façon arithmétique pourquoi ECA est une perte de change et pourquoi ECP est un gain de change et pourquoi je fais actif plus ECA moins ECP et pourquoi je fais passif moins ECA plus ECP. Donc voilà qui est réglé pour le côté ressources stables et emploi stable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ressources stables, emploi stable, voilà ce qu'il faut faire. En résumé, en emploi stable, je prends le total actif immobilisé brut. Je retire s'il y a un prêt, je retire les intérêts courus non échus. Si l'entreprise a prêté en monnaie étrangère, je fais plus ECA, moins ECP. Donc ça, c'est pour les emplois. Pour les ressources, je prends le total des capitaux propres, auquel je retire le capital souscrit non appelé, auquel je rajoute le total des amortissements, voire ajouter les amortissements liés au crédit bail. Je fais remonter les provisions pour risques et charges, donc plus provisions pour risques et charges. Je retire prime de remboursement à l'actif, moins prime de remboursement dans les ressources stables, moins prime de remboursement. Ensuite, pour mes dettes financières, je fais toujours dette financière au bilan, moins le concours bancaire courant, moins les intérêts courus non échus, plus ECP s'il y a une dette contractée en monnaie étrangère, moins ECA. Voilà, ce qui me manquait ici, c'est pour la rubrique 1, charge à répartir. Je l'élimine de l'actif tout en bas du bilan et je la rajoute à l'actif aux emplois stables. Donc ici, je fais plus charge à répartir que j'ai éliminé ici. Voilà pour la partie ressources et emploi. Maintenant, on va passer à l'actif circulant d'exploitation et l'actif circulant hors exploitation. Alors j'écris actif circulant d'exploitation. Là, il y a d'abord quoi? Alors attention, on a dit qu'on ne fonctionne qu'avec les valeurs brutes. Forcément, je prends ma première colonne du bilan comptable. Je prends ma première colonne, c'est-à-dire le brut, si vous préférez, des stocks et le brut des créances, avant dépréciation. Donc là, j'écris stock. Je rajoute avance et acompte versé. Avance et acompte versé. Alors, avance et acompte versé sur commande, d'accord? Versé sur commande. Ensuite, je rajoute créance d'exploitation. Créance d'exploitation. D'accord? Créance d'exploitation. Je rajoute autre créance d'exploitation.
autres créances d'exploitation. Alors, lorsqu'il y a ambiguïté à propos des créances, l'énoncé, bien sûr, créance client, il n'y a pas de problème, mais lorsque vous avez des autres créances, l'énoncé doit vous indiquer est-ce que c'est de l'exploitation ou de leur exploitation. Donc là, j'écris autre créance d'exploitation, d'accord? Ensuite, les charges constatées d'avance, charges constatées d'avance d'exploitation. L'énoncé, si on ne vous dit rien, par habitude, par règle, les charges constatées d'avance sont considérées, sont liées à l'exploitation. Mais s'il y a un delta qui va dans leur exploitation, l'information en fin d'exercice vous dira que 20% des charges constatées d'avance concernent le hors exploitation, ou alors 90% des charges constatées d'avance sont liées à l'exploitation. Et ensuite, vous avez donc après, soit plus ECA, moins ECP. Alors, je vous explique donc, pourquoi on fait plus ECA et moins ECP. Bon, il ne faut pas oublier que ECA enregistre une perte latente de change. Et ECP enregistre un gain latent. Prenons un exemple très simple. Mais attention, l'énoncé doit vous dire à qui attribuer le ECA et à qui attribuer le ECP. Est-ce que ECA concerne les clients? Est-ce que ECA concerne les prêts? Est-ce que ECA concerne les dettes? Est-ce que ECA concerne l'emprunt? Donc ça doit être clairement indiqué. S'il n'y a aucune indication, vous ne pouvez rien faire. Sauf dans le cas que je vais vous indiquer, parce que là, il n'y aura pas d'ambiguïté. Regardez bien. Je prends un bilan, je le fais vide, en fait. Je prends un bilan vide. Admettons qu'on ait une créance en monnaie étrangère. Admettons que 1 euro, plutôt 1 dollar US égale à 1 euro. Et donc on a établi le 3 mars, on a établi une facture à 5000 dollars. On a établi une facture à 5000 dollars le 3 mars. D'accord? Arrivé au 31-12, on va regarder le cours du dollar. Je vais envisager deux situations. Vous me suivez ou pas? Première étape, je vais envisager que 1 dollar égale à 1,1 euro. Deuxième situation, je vais envisager que 1 dollar égale à 0,9 euros. Autrement dit, dans le premier cas, le dollar s'est apprécié et dans le deuxième cas, le dollar s'est déprécié. Dans le premier cas, comme j'ai une créance, j'ai un gain de change. Ben oui, ma créance, elle est de 5000 dollars. Elle ne change pas. Ma créance est de 5000 dollars. Mais sur la base de 1 dollar égale 1 euro, ma créance est de 5000 euros. Autrement dit, si j'arrête mon bilan à cette date, mon bilan indiquera 5000 euros. J'espère que vous me suivez. Mais j'ai arrêté mon bilan au 31-12 et à ce moment-là, le dollar s'est apprécié et il vaut 1,1 euro. Donc ma créance au bilan, écoutez-moi bien, il faut bien comprendre ça, ma créance au bilan, elle est de 5500 euros. Ma créance au bilan, elle est de 5500 euros. Il faut bien comprendre ça. Au 31-12, ma créance est de 5500 euros.
Mais attention, ma vraie créance est normalement de 5 000 euros. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi que ma créance, c'est apprécié. J'ai ici 5 000 et là, j'ai 5 500. J'ai donc un gain de change. Et là, regardez bien, regardez bien. Là, vous avez l'actif et là, vous avez le passif. Et là, vous avez le passif. Ma créance, c'est apprécié. J'ai un gain de change. Si dans mon bilan, je n'ai rien d'autre que ça, je n'ai qu'une créance, 5005, et je lis ECP. Égale 500. Si je lis ce qui est au tableau, si on me dit rien, vous voyez très bien, je n'ai pas de dette, je n'ai pas d'autres créances, je n'ai pas d'emprunt, je n'ai pas de prêt. Donc le ECP qui est là ne peut concerner que le compte client. L'objectif, c'est de retrouver ma créance initiale. C'est-à-dire de retrouver quoi? Les 5 000 euros que j'avais lors de la conclusion du contrat. Et comment je fais ça? Mais comme j'ai un gain de change, vous voyez, j'ai un gain de change pour matérialiser, pour compenser ce gain de change, je crée ce qu'on appelle un ECP. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous cherchez, vous faites, là vous avez au débit 5005, là vous avez au crédit 500, vous avez bien une différence de 5000. Et donc pour retrouver ma créance de départ, qu'est-ce que je fais? Je fais ma créance au bilan moins ECP. Moins ECP, moins 500, et je retrouve bien les 5000. Ok? Deuxième situation, donc vous avez compris, on fait créance moins ECP. Maintenant, imaginons que le dollar se soit déprécié. Et le dollar fait 0,9 euros. Donc mon bilan, je vais écrire ma créance, j'écris créance client. Créance client. Comment dirais-je? 5000 fois 0,9, ça fait 4500 euros. 4500 euros. Mais pour arriver à 5000 euros, est-ce que je mets ça à l'actif? La différence, est-ce que je la mets du côté actif ou du côté passif? Vous avez compris, je suis obligé de mettre la différence du côté actif. Et j'écris en bas ECA égale 500. J'ai rien d'autre, j'ai pas de dette, j'ai pas d'emprunt, j'ai rien, j'ai que ça. Donc l'ECA concerne forcément le client. Comment je retrouve? Ça veut dire que en fait, vous êtes d'accord, ça valait 5000, c'est passé à 4005. Il y a eu une perte de change. Ben, la perte de change, c'est bien ECA. Et comment je fais pour retrouver ma créance initiale? Eh bien, je fais créance au bilan plus ECA. Et tout le monde a compris que si je fais 4500 plus 500, je retrouve bien les 5000. Donc, on fait créance plus ECA. Et on fait créance moins ECP. Et très rapidement, si ça avait été une dette, admettons que l'entreprise ait contracté une dette, le dollar était 1 euro égale 1 dollar égale 1 euro. Et donc admettons que le dollar se soit apprécié. Ce qui veut dire que ma dette, elle était de 5000 euros, elle est passée à 5500 euros. Ma dette est passée à 5500 euros. Une dette qui a augmenté, c'est une perte de change. Et vous avez compris, pour compenser, pour revenir à 5000, il est normal que si j'ai une perte de change, pour arriver à 5000, là je suis au passif, il faut que j'ai forcément 500 à l'actif. Et donc là j'ai un ECA égal à 500. Et vous faites la règle, pour retrouver ma dette de départ, je fais dette au bilan moins ECA. Et si je fais 5005
moins ECA, je retrouve bien 5000. Donc c'est dette, compte du passif, moins ECA. Admettons que la dette, admettons que le cours du dollar a chuté, ce qui veut dire que ma dette a diminué, donc pour moi c'est un gain de change. Si ma dette a diminué, elle est de 4005, c'est forcément un gain de change. Et si je suis avec 0,9, forcément pour arriver à 5000, la différence c'est quoi? C'est un écart de conversion passif pour 500. Et comme c'est un gain de change, et comme c'est un ECP, je fais, pour retrouver les 5000, je fais dette au bilan, plus ECP. Voilà. Ok? Vous avez tout compris. Donc on résume. J'écris ici que ce soit créance client, que ce soit prêt, compte à l'actif, compte actif, compte actif, plus ECA, moins ECP. Compte du passif, que ce soit dette, que ce soit emprunt, compte du passif, je fais moins ECA, plus ECP. Voilà. Vous appliquez la règle et c'est terminé. Comprenez simplement une chose, c'est que ECA matérialise une perte latente, alors que ECP est un gain latent. Ok, très bien. Alors, il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. Donc là, j'ai traité emploi stable. Alors maintenant, il y a un autre point. Les clients, vous avez ce qu'on appelle, lorsque une entreprise a des clients, elle peut tirer sur ses clients ce qu'on appelle un effet de commerce. Donc elle va effectivement remettre à sa banque ce qu'on appelle un effet de commerce, et donc elle va mobiliser une créance en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a besoin de trésorerie, au lieu d'attendre l'échéance de 2 mois, 3 mois, parce qu'elle a un effet de commerce à échéance 3 mois, parce que le client lui a établi cette lettre de change. Au lieu d'attendre l'échéance 3 mois, elle va l'escompter. Elle va escompter l'effet à sa banque. Donc elle va demander à sa banque de pouvoir anticiper le paiement. Donc la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avancer la somme au client et bien sûr la banque va à l'échéance se faire payer. Mais entre-temps, la banque, bien sûr, elle ne va pas faire ça gratuitement. Il y a ce qu'on appelle la commission d'endo, il y a ce qu'on appelle on calcule la valeur, vous savez, les intérêts précomptés. En fait, la banque, elle ne lui remettra pas 500, si l'effet de commerce a une valeur de 500, elle lui remettra 500 moins le total des agios qu'on appelle commission, etc. Donc elle va lui remettre, je ne sais pas, n'importe quoi, 490 euros, 480 euros, peu importe. En fait, donc la banque, l'entreprise a bien sûr enregistré dans sa trésorerie l'équivalent de l'effet, c'est-à-dire, on va dire, en arrondir, 500 euros. Mais il peut se passer que à l'échéance, le client soit défaillant. C'est-à-dire que la banque ne puisse pas recouvrer sa créance. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se retourner vers le client pour lui dire, écoutez, je vous ai avancé de l'argent, mais votre client n'est pas solvable, donc il faut me rembourser. Et donc voilà ce qui se passe. Dans les énoncés, vous aurez toujours ceci. En bas, vous aurez ce qu'on appelle, nous avons un effet de commerce. Nous avons ce qu'on appelle un effet escompté non échu. Effet escompté non échu de, je sais pas moi, de 500 euros. Alors voilà comment on retraite les effets escomptés non échus. Vous prenez les créances clients. Regardez bien. Créances clients. Au bilan. Créances clients. Vous rajoutez plus effet escompté non échu. C'est-à-dire vous faites comme si vous revenez à la position de départ, où les clients n'ont pas escompté l'effet. Donc vous faites plus effet escompté non échu. Mais attention, il faut équilibrer mon bilan. Mais comme j'ai ajouté plus effet escompté non échu à l'actif, il faut que je rajoute effet escompté non échu au passif. Et cette partie-là, je la rajouterai dans la trésorerie passive avec les concours bancaires. Donc je ferai concours bancaire courant dans la trésorerie passive. Je ferai concours bancaire courant plus solde créditeur de banque, plus effet escompté non échu. Donc je le rajoute aux créances clients et je le rajoute en trésorerie passive, c'est-à-dire au concours bancaire. Donc voilà aussi un point qu'il va falloir que l'information, vous ne l'avez pas forcément, vous l'avez
vous l'avez, si on ne vous dit rien, ben c'est qu'il n'y a pas d'effet escompté. Mais s'il y a un effet escompté, on doit vous l'indiquer dans l'information générale. Alors maintenant, je viens de vous donner donc le côté actif circulant d'exploitation. Donc je résume: actif circulant d'exploitation, stock, avancé à compte versé sur commande, créance client, plus effet escompté non échu, plus ECA moins ECP, plus autres créances d'exploitation, plus charges constatées d'avance, bien sûr si elles sont à 100% exploitation, et bien sûr, et c'est tout. Maintenant, côté dette circulante d'exploitation. Alors attention, dette circulante d'exploitation, on va commencer par avance et acompte reçu. Avance et acompte reçu. Ensuite, dette fournisseur. Très bien. Dette fournisseur. Et rappelez-vous, dette fournisseur en bas plus, ou plutôt moins ECA plus ECP. Moins ECA plus ECP. Ensuite, dette fiscale et sociale. Attention, dette fiscale et sociale hors IS. Hors impôt sur les sociétés. Si soit dans votre bilan c'est indiqué clairement, soit vous avez une information qui vous dit l'impôt sur les sociétés s'élève à tant. Autrement dit, vous avez donc des dettes fiscales et sociales dont 300 d'IS. Donc vous ne mettez que les dettes fiscales et sociales hors IS. Ensuite, vous rajoutez les autres dettes d'exploitation et vous rajoutez les produits constatés d'avance, bien sûr, qui concernent l'exploitation. Voilà pour les dettes circulantes d'exploitation. Ensuite, nous avons l'actif circulant hors exploitation. Donc là, c'est facile. Premier élément que j'ai énuméré tout à l'heure, c'est le capital. Le capital appelé non versé. D'accord. L'entreprise peut avoir ce qu'on appelle des valeurs mobilières de placement. Alors, bien sûr, l'énoncé vous dit, si on ne vous dit rien, ben, les valeurs mobilières de placement, elles font partie de l'actif circulant hors exploitation. Et vous pouvez avoir aussi une partie des charges constatées d'avance qui concernent le hors exploitation, mais ça, l'énoncé vous le dira. Donc, les principaux postes, c'est capital appelé non versé, et bien sûr les V1P, et bien sûr certaines créances diverses. Ok. Mais si on vous dit, par exemple, les VMP sont échangeables de suite, ça veut dire qu'elles peuvent faire, on va les intégrer dans la trésorerie active. Donc, si on ne vous dit rien, les VMP, les valeurs mobilières de placement, font partie de l'actif circulant hors exploitation. Maintenant, pour ce qui est des dettes circulantes hors exploitation. Dettes circulantes hors exploitation, nous avons, alors, lorsqu'une entreprise cède des IMO, on a ce qu'on appelle une dette sur IMO, donc on les met dans le hors exploitation. Donc lorsque l'entreprise acquiert des IMO compte 504, donc elle a une dette compte 504, donc ça c'est dette sur IMO. Dette sur IMO, on ne les met pas dans l'exploitation, on les met hors exploitation. À ça on rajoute les dettes fiscales. Dette fiscale, quand je dis fiscale, c'est IS. Hein? On rajoute IS. Ensuite, autre dette hors exploitation. Autre dette hors exploitation. Et éventuellement, les produits constatés d'avance hors exploitation. Donc voilà pour les dettes hors exploitation. Alors maintenant, vous avez tout en bas ce qu'on appelle la trésorerie active. Trésorerie active, c'est les disponibilités.
disponibilité, ou bien sûr les VMP si elles font partie, si elles sont, comment dirais-je, mobilisables de suite. Et de l'autre côté, trésorerie passive. Alors, trésorerie passive, on a dit quoi? Ah, j'ai oublié une chose dans les dettes circulantes hors exploitation. Donc je suis désolé, j'ai oublié une chose. Alors, je redis. Dans l'actif circulant hors exploitation, dette circulante hors exploitation. Donc ici, j'ai oublié les intérêts courus non échus. Intérêts courus non échus pour ce qu'on appelle des prêts, si l'entreprise a effectué des prêts. Ici, dette circulante hors exploitation. J'ai oublié les intérêts courus non échus. Ok? Intérêts courus non échus. Hein? On rajoute ici actifs circulants hors exploitation, dette circulante hors exploitation. Et maintenant pour la trésorerie passive. Alors trésorerie passive, c'est très facile. Vous avez les concours bancaires. Vous avez les effets escomptés non échus. Voilà, on a à peu près tout dit. Maintenant, on va voir pour ce qu'on appelle les agrégats liés au bilan fonctionnel. Vous avez ceci, regardez bien, vous avez la situation suivante. Vous avez ceci, tac. Alors, vous avez, là je vais faire assez bref, là vous avez emploi stable, là vous avez ressources stables. Emploi stable, ressources stables. Là vous avez actifs circulants d'exploitation, dette circulante d'exploitation, actifs circulants hors exploitation et trésorerie active. Là, vous avez dette circulante d'exploitation, dette circulante hors exploitation, et là, vous avez trésorerie passive. En fait, ici, vous remarquerez la chose suivante, la différence entre les ressources stables et les emplois stables, c'est ce qu'on va appeler le fonds de roulement net global. Donc ici, vous avez en rouge la différence entre ça et ça, c'est le FRNG. FRNG. Regardez bien, on peut le calculer de deux façons. Regardez bien. Je peux faire ressources stables moins emploi stable, d'accord? Ou alors je peux faire actif circulant, tout ça, moins passif circulant. Regardez bien. Si vous faites actif circulant, tout ça, moins passif circulant, tout ça, vous retrouvez bien la même chose, le fonds de roulement net global. Ce qui veut dire qu'il faut retenir les relations suivantes. Le FRNG est égal à. Le FRNG est égal à ressources stables moins emploi stable. On peut le calculer aussi comme je viens de le dire. FRNG égale actif circulant moins dette circulante. Voilà. Ok. Et donc on peut écrire ceci. Le FRNG égale, c'est parti, égale ACE, actif circulant d'exploitation, plus ACHE, actif circulant hors exploitation, plus trésorerie active. Le tout moins dette circulante d'exploitation, plus dette circulante hors exploitation, plus trésorerie passive. Très bien. Entre-temps, il faut retenir deux éléments importants. Regardez bien. Lorsque vous faites ACE moins DCE, vous obtenez ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement d'exploitation, qu'on appelle le BFRE. Le BFRE est égal à DCE, est égal à ACE moins DCE. Moins DCE. Le BFRHE est égal à
actifs circulants hors exploitation, moins dettes circulantes hors exploitation. Et quand vous faites la somme BFRE plus BFRHE, vous obtenez tout simplement le BFR qui est égal à BFRE plus BFRHE. Ce qui veut dire concrètement, au vu de ce que j'ai ici, quand vous enlevez les parenthèses, regardez bien, si j'enlève les parenthèses, j'ai quoi? ACE moins DCE, qui me donne BFRE. Ici, j'ai ACHE moins DCHE, ce qui me donne mon BFRHE. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? FRNG égale BFRE plus BFRHE. Donc, BFR. Trésorerie active moins trésorerie passive, j'appelle ça trésorerie nette. Donc j'efface tout ça et je vous dis donc, vous avez FRNG égale ressources stables moins emploi stable. Très bien. Nous avons FRNG, trésorerie nette peut se calculer de deux façons. Trésorerie nette égale trésorerie active moins trésorerie passive. Mais sachant que FRNG est égal à BFR plus trésorerie nette, je peux donc calculer la trésorerie nette de deux façons. Soit trésorerie active moins trésorerie passive, soit trésorerie nette égale FRNG moins BFR. FRNG moins BFR me donne la trésorerie nette. Alors, très rapidement, ce qu'il faut retenir, le besoin en fonds de roulement, par exemple d'exploitation ou hors exploitation, enregistre ce qu'on appelle le décalage entre les créances et les dettes. Lorsque vous avez à l'actif des stocks et des créances, c'est de l'argent que vous n'avez pas. Et lorsque vous avez au passif des dettes fournisseurs, c'est de l'argent que vous avez économisé. Donc en fait, si le différentiel entre ACE est nettement plus grand que DCE, autrement dit, si votre besoin en fonds de roulement d'exploitation est très important, ça veut dire que vous avez beaucoup de créances à long terme et vous avez peu de dettes. Autrement dit, l'objectif d'une entreprise, c'est de réduire de façon globale son BFR. Mais bien entendu, l'essentiel du BFR est bien sûr occasionné par le BFRE. L'essentiel du BFR, c'est le BFRE. Le BFRHE est vraiment quelque chose de marginal par rapport pour une entreprise industrielle. C'est le BFRHE qui est bien sûr le plus important. Donc c'est le montant nécessaire pour que l'entreprise ait un fonctionnement normal. Lorsque vous avez une entreprise de production, elle achète ses matières premières, elle fabrique des produits finis. Entre le moment où elle a acheté ses matières premières, les fournisseurs l'ont livré. Donc les fournisseurs peuvent demander à être payés avant que l'entreprise ne produise ne rentre dans le cycle de production et des produits finis, qu'elle les écoule, qu'elle ait des clients, que les clients le payent. Elle a besoin d'argent pour tourner. C'est ça le BFR. Donc le BFR, c'est un besoin. C'est le besoin qu'a l'entreprise pour pouvoir fonctionner normalement. Et donc c'est ce décalage-là qu'il va falloir limiter. Donc objectif, c'est de réduire les délais de paiement des clients et d'allonger la durée de règlement des fournisseurs, justement pour réduire son BFR. Juste à titre d'illustration, il y a des entreprises qui ont ce qu'on appelle un BFR de façon générale négatif. Pourquoi? Parce qu'elles ont que des dettes. Prenez une entreprise de grande distribution,
en général, les clients qu'elle a, ce sont des clients qui passent à la caisse. Donc ce sont des clients qui payent comptant. Par conséquent, effectivement, si vous prenez cette rubrique-là, on peut considérer que l'actif circulant d'exploitation est quasiment égal à zéro. Et vous avez compris que tout est dans les dettes. Et donc c'est pour ça que vous avez un BFR négatif. Donc plus votre BFR est faible, mieux c'est. Autrement dit, si vous regardez bien la relation trésorerie nette égale FRNG moins BFR, l'entreprise a intérêt à augmenter son FRNG et à diminuer son BFR pour pouvoir dégager de la trésorerie. Ok? Bien sûr, le FRNG est un paramètre très important d'équilibre. Il faut bien sûr toujours s'assurer que le FRNG est supérieur, que le FRNG est positif, c'est-à-dire que de façon générale, les ressources stables doivent toujours être en mesure de financer la totalité des emplois stables. Et le reliquat, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement net global. Donc si vous permettez, j'espère ne pas avoir été trop long, je vais maintenant passer à un cas pratique. Donc je vais vous corriger avec vous très rapidement le cas qui a été posé donc, en mai 2024. Donc c'est un sujet qui a été donné en Nouvelle-Calédonie, puisque en métropole, on avait eu un autre thème que le bilan fonctionnel. Donc je vais passer, si vous voulez bien, je vais passer sur PC. Alors voilà donc l'énoncé, donc je le déroule rapidement. Alors voilà, donc nous avons très rapidement diagnostic financier dossier 1. On va pas traiter, on va juste traiter la partie bilan fonctionnel. Donc je passe le contexte. Ce sujet-là, peut-être que je le mettrai en lien, si je peux, je vais essayer de le mettre en lien, d'accord? Donc je vais essayer de le mettre en lien. Alors voilà, donc la société, j'ai pas lu tout le sujet en fait, donc je vous laisse le lire. Alors avant de prendre leur décision, ils souhaitent s'appuyer sur une analyse de la situation financière. Le taux d'IS retenu pour l'ensemble de la mission est de 25%. Alors, donc ici nous avons un dossier 1. Alors on me demande de rappeler... on me demande de construire donc le bilan fonctionnel de la société Cori pour l'exercice 2023 en intégrant, attention, les retraitements et les reclassements nécessaires. Et ensuite, on me demande de compléter le tableau des agrégats de l'analyse fonctionnelle pour l'exercice 2023. Donc, ce que je vais faire, je vais parcourir avec vous le bilan comptable. On va lire ensemble les informations complémentaires et bien sûr essayer de prendre des notes pour pouvoir enregistrer tout ce dont on aura besoin. Alors on y va. Donc mon bilan comptable, je regarde déjà, vous voyez, capital souscrit non appelé, j'en ai pas. Est-ce que j'ai du capital appelé non versé, j'en ai pas. Je regarde tout en bas. Alors, je regarde tout en bas, qu'est-ce que je vois? Est-ce que j'ai des primes d'émission, d'emprunt, ce qu'on appelle les charges à répartir? Il n'y en a pas. Est-ce que j'ai des primes de remboursement des obligations? J'en ai pas. Est-ce que j'ai des écarts de conversion actifs? Oui. Écart de conversion actif, d'accord, de 3000. N'oubliez pas que là, nous avons un bilan sur 2 années. Là, c'est 2023 et là, c'est 2022. Donc, pour 2023, nous avons ici un écart de conversion actif de 3000. Mais on ne sait pas si l'écart de conversion actif concerne un client ou concerne une dette. Autrement dit, est-ce qu'il concerne un compte de l'actif ou un compte du passif? Je répète, s'il concerne un compte de l'actif, je fais plus ECA. S'il concerne un compte du passif, je fais moins ECA. Ensuite, je passe au passif du bilan. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc là, vous avez compris, j'ai tous mes capitaux propres. Les voici. Ensuite, j'ai des subventions d'investissement. J'ai pas de subventions réglementées. Donc là, regardez bien, j'ai des provisions pour risque
Provision pour risque, il n'y en a pas pour charge, donc provision pour risque 3000. Attention, regardez bien ce qu'on a dit. Nous avons ici des emprunts obligataires, emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. J'ai deux renvois, 1 et 2. D'accord? Et je regarde donc 1 et 2, qu'est-ce qu'ils me disent, vous voyez? Dont concours bancaire courant de 27 000. Le 2 dans moins d'un an, mais ça je n'en ai pas besoin pour le bilan fonctionnel, surtout pour après. Donc là, je vais simplement m'intéresser au fait que dans mes dettes financières, regardez bien, mes dettes financières qui s'élèvent à combien? À 505 000, je vais faire 505 000 et bien sûr, je vais retirer 27 000. Et ces 27 000, je les mettrai dans ma trésorerie passive. Ok? Alors, j'espère que vous me suivez. Alors maintenant, ce qui est important, on va quand même lire l'information, parce qu'on va voir... ah oui, j'ai un écart de conversion passif de 7500. Et on ne sait pas, est-ce que l'écart de conversion passif concerne un poste de l'actif ou est-ce qu'il concerne un poste du passif? Si l'écart de conversion actif concerne un poste de l'actif, je fais poste de l'actif moins 7500. S'il concerne un poste du passif, je fais compte du passif plus 7500. Ok? Donc ça, j'espère que vous avez bien compris et retenu le principe. Alors maintenant, je lis les informations. Voilà, regardez ce qui est important. Les intérêts courus non échus, il y a des intérêts courus non échus relatifs au prêt. Voyez? Autrement dit, dans l'actif immobilisé, j'ai du financier pour 2000 euros donc d'intérêts courus. Donc je vais les retirer. Du prêt accordé et je vais les rajouter en actifs circulants hors exploitation. Ensuite, regardez bien, j'ai les intérêts courus non échus sur emprunt. Donc mes dettes financières, j'ai bien sûr les CBC de 27 000 et j'ai donc moins 6 000 que je vais retirer des dettes financières et que je vais rajouter aux dettes circulantes hors exploitation. Alors regardez bien, les charges et les produits constatés d'avance relèvent de l'exploitation. Donc là, j'ai pas de problème pour les CCA et PCA. Par contre, regardez ce qu'on vous dit. Les dettes de conversion actifs sont relatifs aux dettes fournisseurs. Et les dettes de conversion passifs, 2500 sont relatifs aux dettes sur IMO. Dettes sur IMO. Voyez, rappelez-vous, on avait des immobiliers, on avait une dette sur IMO, donc il va falloir que je fasse plus ECP, puisque je suis au passif, donc les écarts de conversion passif plus 2500 sont relatifs aux dettes sur IMO, et le reste, alors bien sûr, je vais lire quel est mon écart de conversion passif. Mon écart de conversion passif, je crois qu'il était de 7000 et des poussières. Donc je vais faire 7000 et des poussières moins 2005 que je vais bien sûr attribuer aux créances clients. Attention, nous avons des effets escomptés non échus de 10 000 euros pour l'année 2023. Et donc la CAF, c'est pas notre problème pour le bilan fonctionnel. Et les VMP sont facilement négociables. Ça veut dire que mes VMP, je vais pas les mettre dans l'actif circulant hors exploitation, mais je vais les mettre dans ma trésorerie active. Voilà, donc je vous laisse reprendre les notes. Donc très simplement, je vous laisse donc relire les informations qu'on a ici. Donc regardez bien. Nous avons ici un écart de conversion passif de 7500 et on me dit que 2500 concerne les dettes sur IMO. Vous voyez, les dettes sur IMO ici, 16 000, je vais mettre 16 000 et en dessous je mettrai je mettrai plus écart de conversion passif, parce que je suis au passif du bilan. Et la différence 5000, je ferai créance client moins 5000. Tout ça, je vais vous l'expliquer au travers du corrigé. Voilà, j'espère que vous avez à peu près tout pris. Qu'est-ce qu'on a de particulier? Est-ce que j'ai du crédit bail?
On me dit pas. Intérêt. Bah, apparemment, il n'y en a pas. Ok. Je ne vois pas de crédit bail. Bien, donc je le relis, je vous le remonte une dernière fois. Alors donc en fait, voilà mon bilan. Donc lisez, alors regardez bien le total brut. Vous voyez, 1 906 000. Donc ça c'est ce qu'on reportera en actifs immobilisés. Et ensuite ici nous avons le total amortissement et dépréciation, d'accord, pour 980 400 que je vais porter au passif, juste après les capitaux propres. Rappelez-vous, regardez, nous avons ici des IMO financières, nous avons des prêts pour 36 000. Donc là, c'est pas 36 000 que je vais indiquer, je vais mettre 36 000 bien sûr, mais rappelez-vous, il y a des intérêts courus non échus que je vais retirer. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, donc vous avez compris pour tout ce qui est, alors bien sûr les écarts de conversion actifs, donc on va les traiter après. Pour les VMP, les valeurs mobilières de placement, donc nous avons 97 559 qui vont passer en trésorerie nette, d'accord, qui vont passer en trésorerie nette. Donc pour résumer, alors voilà ce qu'on va avoir en emploi stable. En emploi stable, on aura donc 1 906 050. Rappelez-vous, nous avons des prêts pour 36 000. Donc là-dessus, il faut retirer les intérêts courus non échus pour 2 000. Ensuite, au niveau des ressources stables, nous avons les capitaux propres pour donc le total pour 821 719, vous voyez, le total. À ça, on remonte les provisions pour risques et charges, plus 3000, n'est-ce pas? On rajoute les amortissements, le total des amortissements et dépréciations. On avait dit pour total des amortissements et dépréciations pour 900. Alors, total des amortissements et dépréciations. Attention, là, c'est simplement les amortissements. Et à ça, il faut rajouter les dépréciations. Donc, il faut rajouter. Donc, ça fait 996 650. Hein, on fait la totalité. Hein. Donc, IMO et dépréciation des comptes clients et stocks, etc. Donc, ça fait amortissement et dépréciation 996 650. Ensuite, rappelez-vous, nous avons des dettes financières. Et les dettes financières s'élèvent à combien? À 500 000, à 505 000. Mais ces dettes financières, nous avons un CBC, donc on fait moins le CBC de combien? 27 000. Et rappelez-vous, nous avons ce qu'on appelle des intérêts courus sur emprunt de 6 000. Donc on fait moins 6 000. Et ça vous donnera après le total des ressources stables. Ensuite, pour l'actif circulant, donc les stocks, on va donc prendre, on va faire la totalité 60, donc les stocks, nous avons pour combien 380, alors les créances clients 382 500, les stocks, je fais la somme des deux. D'accord, puisque j'ai des stocks de matières premières et de produits intermédiaires, donc je fais la somme des deux. Ensuite, rappelez-vous, nous avons des charges constatées d'avance qui concernent l'exploitation, 15 700. Nous avons des créances clients, 382 000. Attention là, nous avons des créances diverses. Ces créances diverses, elles relèvent de hors exploitation. Maintenant, comment traiter les écarts de conversion? Rappelez-vous, on est du côté client et on est du côté actif. Et donc j'ai un écart de conversion actif,
mais je crois qu'on m'avait dit que l'écart de conversion actif, alors qu'est-ce qu'on m'a dit pour l'écart de conversion? Alors on me dit, les écarts de conversion actifs concernent les fournisseurs, donc les 3000, ça concerne les fournisseurs. Les écarts de conversion passifs 2500 sont relatifs aux dettes sur IMO et le reste aux créances. Donc côté actif, il n'y a rien pour les clients, mais côté passif, rappelez-vous, j'ai 2500 et j'ai un écart de conversion passif de combien? De 7500. Donc si à 7500, je retire 2500, ça me fait un écart de conversion passif de 5000 qui concerne les clients. Et rappelez-vous, on fait créance client moins ECP, donc moins 5000. Ensuite, nous avons, n'oubliez pas ça, nous avons des effets escomptés non échus de 10 000 pour l'année 2023. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute les plus 10 000 aux créances clients et on les rajoute au concours bancaire, trésorerie passive. Ok? Et je pense que c'est tout côté dette circulante, actifs circulants d'exploitation. Maintenant, pour les dettes circulantes d'exploitation, on va prendre quoi? Avancé à compte. Avancé à compte, a priori, il n'y en a pas. Dette fournisseur 150 750. Attention, dette fiscale et sociale, pour 53 000, d'accord? Mais on ne nous dit rien sur l'IS, donc il n'y a pas d'information, donc on va les garder tels que, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons, il faut maintenant aller voir, alors les produits constatés d'avance concernent l'exploitation, et il faut voir maintenant pour les dettes, pour l'écart, rappelez-vous, on a simplement un écart de conversion actif qui concerne les dettes. Et comme c'est un ECA de combien on a dit, l'écart de conversion actif est de combien? Il est de 3000, donc je vais faire moins ECA, puisque je suis côté du passif. Donc je vais prendre mes dettes et je vais taper moins ECA pour 3000. Et voilà pour les dettes d'exploitation. Voilà, il me reste plus maintenant qu'à passer à l'actif circulant hors exploitation. Donc là, on va prendre bien sûr les créances diverses. On va prendre les créances diverses pour un montant de 4900. Et rappelez-vous, dans les prêts, on avait ce qu'on appelle les intérêts courus. J'ai retiré 2000, je les rajoute à l'actif circulant hors exploitation. Pour les dettes hors exploitation, rappelez-vous, j'ai bien sûr mes dettes sur IMO, puisque j'ai des dettes d'immobilisation pour quel montant? 16 000. Mais attention, dessus, j'ai des intérêts courus non échus. Là, je suis hors exploitation. Rappelez-vous, l'entreprise a contracté un emprunt et elle avait regardez bien, nous avons des intérêts courus non échus sur emprunt de 6 000. Donc là, je les rajoute aux dettes circulantes hors exploitation. Et aussi, il ne faut pas oublier que nous avons un écart de conversion passif qui concerne les IMO. Et comme je suis au passif, c'est plus ECP, donc plus 2500. Et après le reste, trésorerie active, nous avons les disponibilités, n'est-ce pas? Nous avons les disponibilités et bien sûr les VMP qui sont mobilisables. Les VMP pour 97 000. Et du côté passif, nous avons les concours bancaires pour 27 000, n'est-ce pas? Et nous avons les effets escomptés non échus pour 10 000. Voilà donc qui complète le corrigé rapide que je vais maintenant vous montrer de façon un peu plus détaillée. Alors c'est parti. Donc voilà pour le... Alors nous avons des ressources stables. Donc on a le total ici, capitaux propres, provisions pour risques et charges, amortissement et dépréciation. Rappelez-vous, dette financière pour 505 000. Je retire les CBC et je retire les intérêts courus non échus, ce qui me donne 472 000. Donc là, je n'ai pas écrit, mais ça c'est le passif. À l'actif, j'ai les emplois stables. Actif immobilisé brut.
Et rappelez-vous les intérêts courus non échus sur prêt. Sur prêt, je peux, voilà, moins 2000, voilà. Il peut y en avoir plusieurs. Hein. Ok, donc voilà pour les ressources stables, emplois stables. Donc nous avons un total de ressources stables de 2 293 369 et un total d'emplois stables de 1 904 050, ce qui vous donne un FRNG positif en faisant la différence. Alors maintenant, on va passer aux dettes. Pardon. Donc là, c'est... Alors, que je ne dis pas de bêtises. Donc là, c'est ressources stables. Et maintenant, on va passer à l'actif circulant d'exploitation et dette d'exploitation. Donc nous avons les dettes. Rappelez-vous, avancées à compte, il n'y en a pas. Alors, dette fournisseur, on a dit, moins ECA, écart de conversion actif, 3000. Dette fiscale et sociale hors IS, mais il n'y a pas d'IS, donc là je l'ai rajouté. Mais c'est simplement pour l'information. Mais dans l'énoncé, il n'y a pas d'IS, donc on garde les 53 300. Et nous avons des produits constatés d'avance pour 8 790, ce qui me donne dette d'exploitation, dette circulante d'exploitation de 209 000. Ensuite, pour les actifs circulants, rappelez-vous, nous avons des stocks, on fait le total des matières premières et produits semi-finis. Et donc nous avons des créances d'exploitation auxquelles on fait moins ECP. Rappelez-vous, il y a 5000 de ECP, puisque on est du côté actif, donc on fait moins ECP plus ECA. Et on avait, pour les clients, on avait des effets escomptés non échus qu'on rajoute plus 10 000 et qu'on retrouvera dans les CBC tout à l'heure. Et là, nous avons des charges constatées d'avance pour 15 700. Donc voilà pour les DACE et DCE. Et maintenant, on va passer à DCHE et ACHE. Alors, là, on dirait... Ah, on dirait que j'ai oublié un tableau. Alors, attendez. Voilà, donc nous avons ici des dettes hors exploitation. Rappelez-vous, dettes diverses. Rappelez-vous comment on appelle ça, les IMO. Donc il y a un écart de conversion passif de 2500. Comme je suis au passif, c'est plus ECP. Et bien sûr, il y a un emprunt qui a été contracté, bien sûr, avec des intérêts courus non échus. Rappelez-vous, on a retiré des dettes financières 6000 que je rajoute hors exploitation. Idem pour l'actif circulant hors exploitation. On a les créances diverses et on a bien sûr, rappelez-vous, tout en haut pour la partie emploi, pour les prêts, on avait des prêts avec des intérêts courus non échus pour 2000. Donc voilà pour la partie hors exploitation. Et maintenant, on va passer à la trésorerie passive et active. Donc voilà, trésorerie passive, il y a, rappelez-vous, concours bancaire courant pour 27 000, effet escompté non échu pour 10 000, ce qui fait 37 000. Et nous avons une trésorerie active, donc les valeurs mobilières de placement qui sont mobilisables tout de suite pour 97 000, disponibilité pour 63 000. Donc vous voyez bien qu'on a une trésorerie positive, puisque trésorerie nette égale à 161 000 moins 37 000. Alors ensuite, j'ai tout résumé ici. Nous avons nos ressources stables, nous avons nos emplois stables, donc là je peux calculer le FRNG. Maintenant, si je veux calculer le BFRE, je fais 495 000 moins 209 000. Si je veux calculer le BFRHE, je fais 6 900 moins 24 400, ce qui fait un BFRHE négatif. Ensuite, si je veux trouver ma trésorerie nette, je fais trésorerie active moins trésorerie passive. Et j'ai ici, bien sûr, le total actif est toujours égal au total passif. Et donc après, on me demande de compléter le tableau des agrégats. Donc voilà comment on remplit notre tableau. Calculer le FRNG, le BFR. Rappelez-vous, le BFRHE était négatif. Alors comment j'ai trouvé ces éléments-là? Et bien voilà,
le détail. Donc FRNG, je rappelle la formule, ressources stables moins emploi stable. BFRE, actifs circulants d'exploitation moins dette circulante d'exploitation. BFRHE égale actifs circulants hors exploitation moins dette circulante hors exploitation. Le BFR est égal à la somme du BFRE et du BFRHE. Et enfin, la trésorerie nette, on peut la calculer de deux façons, soit en faisant trésorerie active moins trésorerie passive, ou en faisant FRNG moins BFR. Je fais 380 319 moins 265 310. Je me retrouve bien avec 124 009. Alors si je reprends le solde de ma trésorerie, rappelez-vous, trésorerie active, si je fais 161 009 moins 37 000, je dois retrouver exactement 124 009. Ok. On peut donc effectuer quelques remarques. On remarque tout simplement que notre FRNG, il est passé de 340 000 à 389 000, ça veut dire qu'il a augmenté de 48 343. Donc en pourcentage, on pourrait faire 48 343 divisé par 340 985 multiplié par 100, ce qui fait une progression de à peu près un peu plus de 14%. D'accord ? Donc on remarque donc que le FRNG a progressé. Si vous regardez bien le bilan, vous remarquez que les dettes financières, bien sûr, ont été réduites. Alors en revanche, il y a eu une augmentation des capitaux propres. Nous avons aussi, si vous regardez bien, le BFRE de façon générale a diminué, donc de façon globale, le BFR a diminué, donc il est passé de 336 000 à 265 000, donc en valeur absolue c'est 71 000, en valeur relative ça veut dire qu'il a baissé de d'un peu plus de 21%. Donc le BFRE et le BFRH ont été réduits à la suite, bien sûr, d'une bonne maîtrise des stocks et des créances diverses. Il est clair que plus vous réduisez vos créances et plus vous réduisez vos stocks et plus vous augmentez vos dettes, et bien sûr, moins le BFR est important. Donc, ce qui explique que, in fine, l'entreprise a réussi à dégager donc une trésorerie excédentaire donc de 124 009. Donc elle est passée de 4 659 à 124 000. Elle a augmenté en valeur absolue de 119 350. Donc globalement, on peut dire que l'ensemble des indicateurs sont positifs. Bien sûr, on va affiner tout ça avec d'autres éléments qui sont l'équilibre financier, etc., parce qu'on n'a pas tout abordé sur la question. Donc voilà pour ce qu'on appelle un diagnostic partiel suite à un bilan fonctionnel. Voilà, j'espère que cette séance aura été profitable, et donc n'hésitez pas à partager avec vos camarades et surtout à commenter si vous avez des commentaires à faire. Je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.